Aujourd'hui, la conférence s'intitule « Implantation de la gestion par trajectoire au Québec. Où en sommes-nous? » Les conférenciers, les conférenciers sont Laurent Maillet, Georges Charles-Thibault et ils sont accompagnés aussi de Anna Goudet qui fait partie de l'équipe. Laurent Maillet est professeur agrégé à l'ENAP en gestion des services de santé et des services sociaux et elle est nouvellement titulaire de la chaire de recherche du Canada en système adaptatif en santé et services sociaux, CRC SA3S. Elle est aussi co-responsable de l'axe que je mentionnais tantôt, l'axe de la pratique à la gouvernance des services sociaux et de santé. Et ça, c'est à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Elle est co-responsable de l'axe OSSS du réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec et directrice du Centre de recherche sur la gouvernance à l'ENAP. Ensuite, on a donc Georges Charles-Thibault, que plusieurs connaissent. Il est directeur des opérations scientifiques au commissaire à la santé et au bien-être. Et Anna Goudet, qui est coordonnatrice de la chaire de recherche du Canada en système adaptatif en santé et services sociaux et aussi du laboratoire en recherche sur les interventions systémiques en santé. On aura peut-être pour intervenir, poser une question, on a invité Mme Marie-Ève Langlais, qui est avec nous aussi. Madame Langlais, elle est adjointe à la directrice du soutien à domicile des services spécialisés gériatriques en déficience et du trouble du spectre de l'autisme. Excusez-moi, c'est un assez long libellé. Merci. Alors maintenant, c'est correct, alors parce que de toute façon, je cède la parole à Laurent Maillet et Georges Charles-Thibault. Merci. Merci beaucoup et merci Lise de cette belle introduction. Merci à toutes et tous d'être présentes sur l'heure du midi aujourd'hui. Ça nous fait plaisir d'être là et de vous présenter un peu où on en est dans cette vaste programmation sur la gestion par trajectoire, où les continuums, les processus, la gestion matricielle, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de choses en arrière. Donc, on parlera de gestion par trajectoire aujourd'hui, mais on s'entend qu'il y a plusieurs façon de s'exprimer là-dessus. Pour commencer, en fait, on va regarder l'état d'avancement du projet sur cette implantation et aussi un rapide état des lieux de la gestion par trajectoire dans les SUS qui ont participé et qui participent toujours à ce projet. Et évidemment, là, on est dans les analyses très préliminaires de plusieurs collecte de données et l'effet Covid-19, je ne vous cacherai pas, a eu un impact et a toujours des impacts. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on va mettre le focus aujourd'hui. L'équipe de recherche et les partenaires de ce vaste projet, comme vous pouvez voir, on est plusieurs à travailler là-dessus de près ou de loin parce que je ne vous cache pas non plus que quand les équipes sont grosses et élargies comme ça, on ne se rencontre pas non plus toutes les semaines. Mais on essaye de se tenir au courant le plus possible. Et donc, on a la chance d'avoir plusieurs co-chercheuses et co-chercheurs renommés et importants dans le projet, ainsi que les professionnels et coordonnatrices de recherche, Anna, qui est là aujourd'hui, Isabelle Godbout et Georges-Alain Tchengo Dengale aussi, qui nous assistent dans le projet. J'ai la chance aussi de diriger 3 étudiants au doctorat qui participent au projet ou qui vont participer au projet, puisqu'il y en a qui sont encore à leur scolarité. Dans leur scolarité, mais qui ont commencé à mettre les mains dans les données. Donc, je parlais tout à l'heure de définition des trajectoires ou de la gestion par trajectoire. Nous, les définitions qu'on retient, c'est au niveau de la trajectoire. Ce qu'on appelle trajectoire, c'est une imbrication de plusieurs épisodes de soins et de services sur de longues périodes dans une perspective intersectorielle sur un territoire donné. Donc, intersectoriel, ça veut dire qu'on sort des murs uniquement d'un hôpital, comme typiquement les clinical pathways, ou les trajectoires cliniques qui, elles, se situent davantage au sein d'un milieu hospitalier. Donc là, nous, on sort de cette enceinte-là. Ils peuvent en faire partie, mais ils n'ont pas l'exclusivité de la trajectoire. Et donc, cette trajectoire, elle est centrée sur l'usager et l'usagère et regroupe ces usagers et ces usagères ayant une condition clinique ou un profil similaire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on définit comme trajectoire. Puis ensuite, ce qu'on entend par gestion par trajectoire de soins et services, donc la fameuse GTSS,
C'est une innovation de gouvernance qui est fondée sur une approche transversale, non hiérarchisée, du fonctionnement ou comment fonctionnent les organisations de santé dans leur ensemble, où la collaboration avec les partenaires externes et les usagers est centrale. Et tout ça, ça sert à assurer une meilleure intégration des services, évidemment pour qu'ils visent une amélioration de l'état de santé de la population sur un territoire donné toujours. Donc ça, c'est les deux définitions avec lesquelles on travaille. On pourrait discuter longtemps de définition. Nous, on a choisi de travailler avec celle-ci pour plusieurs raisons, établies sur plusieurs travaux qu'on a documentés. Et donc voilà, on pourra répondre à vos questions sur les définitions à la fin de la présentation, s'il y a lieu. Si on vous remet un peu en contexte au niveau de la programmation de recherche qui s'étend sur la gestion par trajectoire et la performance, il y a eu évidemment la réorganisation du réseau en 2015. Ensuite, la gestion par trajectoire dans les SUS est comme apparue de manière formelle. Évidemment que ça existait sous d'autres noms, sous d'autres types, d'une autre manière. Mais à partir de 2016, on va dire que ça a été instauré de cette manière-là par le ministère et en collaboration avec certains CIS et SUS. Donc, on a développé un projet pilote à partir de 2017 jusqu'en 2019 au sein du SUS de l'Estréchus particulièrement. Puis, on s'est basé sur ce projet pilote pour ensuite travailler un modèle intégré de cette gestion par trajectoire avec un comité provincial qui réunissait 3 SUS à l'époque. Et de ces travaux, en 2019-2020, on a travaillé essentiellement, puis Georges pourra revenir là-dessus parce que c'est lui qui a l'idée cette partie-là, sur un modèle intégré de la performance des trajectoires, ce qu'on appelle la MAP. Donc ça s'est fait en 19-20. Évidemment, ensuite, on a la pandémie qui est arrivée et au même moment, en janvier 2020, on a reçu le financement des IRST pour le gros projet d'évaluation de l'implantation de la gestion par trajectoire pour plusieurs SUS au Québec. Au départ, on en avait choisi 7. Les trois développeurs du comité provincial, puis 4 autres. Évidemment, vous imaginez bien qu'avec le contexte et puis les impossibilités d'accès au terrain, et on sait pourquoi, on a dû revoir un peu la feuille de route. Donc, on a gardé nos 3 SUS originaux, donc les développeurs, ceux qu'on appelle les développeurs, puis on a gardé un SIS expérimentateur par la suite. Donc, en fait, on a 4 terrains de recherche au lieu de 7, mais je vous avoue que c'est déjà pas mal. Donc, ça, c'est pour la grosse vision de la programmation. Depuis 2017, en fait, à partir de l'étude pilote qu'on a menée en Estrie sur cette implantation de GT3S, ensuite, on a été avec 2 autres SUS, donc les 3 SUS finalement du comité provincial. Et ce qui est ressorti de cette étude pilote, puis du projet avec les 3 SUS, c'est qu'en fait, ça demande un changement de vision par un passage clairement de la gestion traditionnelle vers une gestion matricielle à grande échelle et pas uniquement entre nous ou avec les directions avec qui on s'entend bien, mais bien évidemment une vision à plus grande échelle. Donc, ça demande aussi un développement de nouveaux rôles, une collaboration interdirection et intersectorielle, ce dont je parlais dans la définition tout à l'heure de la trajectoire et de la gestion par trajectoire. L'intersectoriel est vraiment important et ce n'est pas uniquement de l'intersectoriel juste organisation de santé et organismes communautaires, parce que même à la rigueur, à ce niveau-là, on pourrait parler on est toujours dans le même secteur de la santé et des services sociaux, mais intersectoriel, c'est évidemment avec, par exemple, les municipalités, avec le milieu de l'éducation, avec plusieurs autres milieux que celui du réseau de la santé et des services sociaux. Et évidemment, tout ça, ça ne va pas sans certains enjeux de partage du pouvoir et du leadership, parce que qui dit collaboration et qui dit gestion matricielle dit aussi perte de terrain sur certaines zones pour pouvoir en donner d'autres, et c'est un jeu d'équilibre quand on parle de collaboration. Donc là, on est clairement dans ces enjeux-là. Tout ça pour vous dire que pour analyser toutes les données qu'on a recueillies pendant ces 3 années, en fait, on s'est basé sur ce qu'on appelle les systèmes adaptatifs complexes qui découlent en fait des théories de la complexité. On a utilisé aussi le cadre de Damm-Schroeder avec les caractéristiques qui peuvent influencer l'implantation d'une innovation puisqu'on considérait la gestion par trajectoire comme une innovation de gouvernance. Et on s'est basé aussi sur les travaux qui mettent en relief les processus d'intégration, que ce soit de l'intégration au niveau du système clinique, la gouvernance multiniveau et les différents systèmes collectifs d'interprétation et de valeur.
Donc, pour les références au niveau du cadre, je vais aller vite là-dessus aujourd'hui, mais on vous les met à la fin et puis on a plusieurs publications sur le cadre conceptuel directement. Les objectifs, ils sont plusieurs, ils sont nombreux, mais l'objectif principal pour ce projet, c'était vraiment d'identifier de manière processuelle, donc dans le temps. Donc, c'est sûr qu'on pensait dès 2020 commencer dans le temps, mais ce temps-là a été un peu élastique. Et donc, identifier les facteurs clés d'implantation de la gestion par trajectoire dans différents contextes des différents SIS et SUS impliqués et les effets de cette gestion par trajectoire possible sur l'intégration et la performance organisationnelle. Donc ça, c'était notre objectif principal, puis ça l'est toujours. Évidemment, on a dû intégrer des sous-objectifs dont l'effet de la COVID-19 sur l'implantation et sur même le développement et l'implantation de la gestion par trajectoire et sur la création ou non de réseaux intersectoriels autour de ça. Pour le faire, on a une étude de cas multiples impliqués basée sur une évaluation développementale, ce qu'on utilise depuis, en fait, dès les projets pilotes, on a utilisé l'évaluation développementale puisqu'on est toujours dans le faire avec et faire en même temps, plus ou moins, avec une échelle de temps presque en même temps, mais en tout cas, on essaye. Avec un devis mix qu'on appelle convergent, donc on a une collecte et une analyse des données et qualitatives et quantitatives. On intègre tout ça pour faire parler les données de façon le plus concrète puis le plus complet possible. Donc, à l'heure actuelle, comme je vous disais, on a 3 SUS développeurs, un SIS expérimentateurs, chacun 2 trajectoires par SIS et SUS, donc 8 cas traceurs. Ce sont les trajectoires qu'on suit pour pouvoir évaluer l'implantation de la gestion par trajectoire autour de ces trajectoires, sachant qu'il y a aussi l'ensemble des choses, on va dire, un peu plus systémiques pour l'ensemble des SIS et des SUS ou du réseau intersectoriel, peu importe les trajectoires. Donc, au niveau très concret de la recherche, on est censé on passe par les comités d'éthique à la recherche. Là, c'était en multicentrique puisqu'on est dans plusieurs endroits, on n'est pas juste dans un territoire. Donc, tout a été accepté en janvier 2021. Ensuite, il y avait les demandes de convenance. Donc, pour faire vite, c'est de la poutine interne, mais c'est important quand même, parce que la convenance permet d'avoir l'autorisation de chaque établissement participant de pouvoir intégrer le terrain et pouvoir aller rencontrer ou envoyer des questionnaires ou rencontrer pour des entrevues les personnes travaillant au sein des établissements. Donc là, c'est sûr qu'on a eu tout en novembre. Donc, depuis novembre 2022, où on a le droit de rentrer sur les terrains, on a travaillé le questionnaire qui va être envoyé pour la première étape cet hiver à l'ensemble des organisations participantes. Il y a un questionnaire organisationnel, un questionnaire pour les partenaires et un questionnaire pour les usagers et usagères. Et au niveau des entrevues individuelles, on en est à 18 sur 72 entrevues. Donc, on a commencé le terrain dans 2 SUS. Il reste un SIS et un SUS aussi qui sont… on est en train de prendre les rendez-vous pour les entrevues à faire. Donc, pour l'analyse de l'implantation de la GTS, Georges, à toi. Ah, c'est à moi. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, pour répondre à notre question de recherche, notre objectif qui est d'étudier l'implantation de la GTSS et de ses effets, vous avez un schéma à l'écran qui résume comment est-ce qu'on va procéder. On va commencer par ce qui est au centre. Première chose à regarder, c'est le degré de mise en œuvre de la gestion par trajectoire de soins et services, et puis le degré de mise en œuvre des différentes composantes de cette innovation de gouvernance qui touche aussi à l'organisation des services. Les éléments principaux constitutifs de la GTSS sont l'approche matricielle, donc une vision interdirection et intersectorielle des trajectoires de soins et services, une volonté d'amélioration continue de l'organisation des services pour mieux répondre aux besoins de la population et générer des effets sur leur état de santé. Et pour ce faire, c'est l'implantation de méthodes d'amélioration continue, mais surtout, je dirais, la mobilisation de données clinico-administratives pour suivre ces trajectoires en fonction de différentes dimensions de la performance et d'utiliser ces données pour justement avoir une approche réflexive d'amélioration continue, mais aussi l'utilisation de données probantes qui nous informent sur les meilleures pratiques cliniques, mais aussi les meilleures pratiques d'organisation des services, toujours les mobiliser dans une optique d'amélioration continue, etc. Des autres éléments qui seraient constitutifs, c'est évidemment l'existence d'instances de gestion qui nous permettent de piloter de façon matricielle ces trajectoires. Et puis, on pourrait ajouter comme dernier élément, vu que l'intégration est un des effets recherchés par l'implantation des trajectoires, c'est la capacité à venir
mettre en œuvre les processus de coordination, les outils de coordination nécessaires pour assurer cette intégration des soins, intégration de l'information, intégration des acteurs. Certes, on va regarder la mise en œuvre, le degré de mise en œuvre, mais la mise en œuvre, elle est influencée par un environnement, donc le contexte et la dynamique des SUS. Donc, on identifie l'ensemble des facteurs qui sont des barrières ou des facilitateurs à l'implantation. Donc, on va les identifier, puis on va regarder en quoi est-ce que la mise en œuvre est influencée par ce contexte. Est-ce que certains éléments de contexte spécifiques à des SIS et des SUS vont la faciliter? Est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes facteurs facilitateurs, quel que soit le contexte, quel que soit le cas à l'étude? Puis finalement, on va regarder les effets. Donc, en quoi le degré de mise en œuvre de la GTSS a influencé les effets? Effets qu'on va regarder, comme je dis, sur l'intégration des soins et des services et sur les différentes dimensions de la performance qu'on va vous présenter un petit peu plus loin. Donc, notre logique d'analyse sera une analyse par SIS et par SUS, une analyse transversale où on va regarder les configurations, les similarités entre les différents SIS et SUS, comme je l'ai dit. En quoi est-ce que les différents types de contextes ou les contextes similaires ont influencé le degré de mise en œuvre et les effets? Et puis aussi, on va avoir un niveau d'analyse par trajectoire, parce qu'il y a aussi des spécificités dues à certaines trajectoires. Donc, on va suivre différents types de trajectoires. Par exemple, la trajectoire sur les maladies obstructives pulmonaires chroniques. On a aussi des trajectoires, si je ne me trompe pas, des ITSA. Donc, et on a essayé d'avoir des cas qui sont similaires dans chacun des 6 SUS qui sont à l'étude. La mesure des effets, ça va se faire par plusieurs modalités. La première, c'est un questionnaire qui va être passé auprès des acteurs qui travaillent dans la gestion de la trajectoire de soins et services, auprès des SIS et des SUS, des partenaires et des usagers. 3 temps de mesure, un premier en 2023, donc cette année, un second en 2024 et un troisième en 2025. Et on a 4 composantes qui constituent ce questionnaire. Une composante évidemment sur le degré de mise en œuvre et d'évolution, donc les composantes principales de la gestion par trajectoire de soins et services, à quel point sont-elles implantées, quelles sont les spécificités, les facteurs ou les barrières à l'implantation et au fonctionnement des trajectoires, les effets de la gestion par trajectoire de soins et services sur l'intégration organisationnelle, clinique, systémique et normative. Normative faisant référence à des éléments culturels, donc la modification des perceptions et de la conception de l'action collective, et puis des éléments sur la performance des trajectoires avec le modèle d'analyse de la performance des trajectoires qu'on va vous présenter dans la diapositive suivante. Et évidemment, on va avoir des mesures, je dirais, plus chiffrées en lien avec des indicateurs de performance qui vont être construits en fonction des dimensions de la performance du MAP. Et ça, évidemment, ça va nécessiter une collaboration très étroite avec nos partenaires des SIS et des SUS qui ont eux-mêmes développé des indicateurs basés sur des données clinico-administratives pour suivre et améliorer en continu la performance des trajectoires. Le modèle d'analyse de la performance d'une trajectoire, qui a été développé en collaboration avec l'ARA, avec d'autres professionnels de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Il a été publié en 2020 et puis il avait une fonction principale avant d'être utilisé pour ce projet de recherche, c'était de soutenir les SIS et les SUS dans leur approche d'amélioration continue de la performance des trajectoires. L'idée, c'était de les doter d'un modèle conceptuel qui permettait de ranger, classer les indicateurs en fonction de grands éléments associés à la performance d'une trajectoire, mais aussi de réfléchir à la relation qui existe entre chacune de ces dimensions. Des éléments qu'on sous-estime souvent, on va regarder l'accès comme si c'était un élément autonome, alors que l'accès est fortement influencé par la viabilité d'une trajectoire ou le degré d'ajustement de la trajectoire aux besoins de la population. Et le degré d'accès a des impacts sur l'efficacité finale d'une trajectoire en termes à la fois cliniques et populationnels. Donc, c'était de faire passer ces messages-là pour soutenir une analyse qu'on pourrait qualifier de systémique ou en tout cas au minimum longitudinale d'une trajectoire. Donc, vous voyez, elle est composée de 11 dimensions qui réfèrent aux structures et aux ressources d'une trajectoire, au processus d'une trajectoire et à ses résultats. Puis, on a des éléments, que je dirais, et à l'expérience de l'usager, puis des éléments contextuels qui vont déterminer la conception d'une trajectoire, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques du territoire des individus et des partenaires et de la population cible. Donc, prenons par exemple la population
atteintes d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, on sait que la plupart de ces personnes-là sont des fumeurs. Donc, si on veut mettre en place des activités de promotion, de prévention dans le cadre de la trajectoire, il faut viser avec les médecins omnipraticiens des activités de prévention auprès de ces personnes, à la fois pour les sensibiliser à la maladie, mais aussi à les inciter à l'arrêt tabagique. Donc, vous voyez, ça détermine la connaissance de cette population cible, la conception de la trajectoire et comment justement on va ajuster les services aux besoins pour générer des effets cliniques et populationnels et finalement à la fin avoir des actions sur l'incidence de la maladie qui est l'incidence de la maladie ou des enjeux qui sont associés au groupe ciblé. Donc, c'est un modèle qui soutient l'amélioration continue de la trajectoire et dont on se sert pour mesurer les effets d'une trajectoire en fonction des 11 dimensions que je viens de vous présenter. Hop, voilà, unmute. Au niveau des premières analyses, comme je vous dis, c'est vraiment préliminaire et on a voulu regarder, en fait, ce qui nous saute aux yeux de toute façon, même si on ne voulait pas le regarder, on est obligé de s'en rendre compte, c'est les effets de la COVID. Donc, je vous le présente sous trois aspects. Donc, évidemment, c'est un moment de turbulence qui apparaît en paradoxe parce que voilà. En fait, il y a eu une mise sur pause évidemment de l'expérimentation via le délestage des équipes, la rotation des gestionnaires, d'autres priorités que continuer la gestion par trajectoire, surtout selon les processus employés à l'époque pré-Covid, qui étaient un fonctionnement assez lourd et assez demandant au niveau organisationnel et institutionnel. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui ressort au niveau des choses à changer, au niveau de l'implantation des nouvelles gestions par trajectoire post-Covid, on va dire. Donc, tout a été mis pas mal sur pause et c'est ce qui ressort pas mal. Mais cette pause, elle a été momentanée dans certains endroits. Puis, dans certains endroits, surprenamment, ça a quand même continué à fonctionner, mais de façon plus, on va dire, opérationnelle ou de façon plus libre. Comme je vous parlais, il y avait des procédures et des processus assez lourds au niveau organisationnel ou beaucoup de rencontres, beaucoup de comités qui demandaient à avoir beaucoup de monde autour de la table pour traiter de la gestion par trajectoire. Et en fait, un des effets, on va dire, Covid, c'était d'obliger à soit mettre sur pause, soit à être plus léger au niveau de la façon de procéder. Et c'est ce qui a été fait aussi dans certains endroits. Donc, en fait, au niveau opérationnel, même si au niveau tactique ou stratégique, on n'était pas forcément conscient qu'il y avait des choses qui se passaient en dehors des comités, on va dire, plus institutionnalisés, sur le terrain, la mise en place et l'effectivité des trajectoires étaient bien réelles. Et c'est ce que certains sont aperçus quand ils ont été faire le tour quand ils ont été faire un peu une mise à jour de ce qui se passe sur le terrain suite à la grosse période Covid intense 2021. Et donc, ça a été vu comme un peu un temps de recul bénéfique. Donc, il y a eu un travail de réflexion à l'interne. Donc, tout ce que je vous dis par rapport à la lourdeur des processus, par exemple, c'est un des temps de réflexion qui a permis ça aussi, même si tout le monde le savait un peu avant. Cette mise en pause a permis réellement de se rendre compte, en fait, de ce qui était nécessaire, puisqu'il était peut-être un peu moins. On a pu faire aussi un état des lieux de là où on en était sur les trajectoires, parce que ça faisait quand même au moins 3 ans que les gens travaillaient là-dessus, et puis sans avoir toujours de résultats concrets. Donc là, ça a pu permettre d'aller faire cet état des lieux et le réajustement de l'effort organisationnel, dont les processus dont je vous parlais ou les procédures assez lourdes, mais aussi le fait que est-ce que c'est bien pertinent de travailler sur telle trajectoire finalement? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à regarder davantage au niveau de les besoins au niveau du territoire et pas juste les besoins finalement hospitalo-centrés, parce qu'on a toujours du mal à sortir de juste l'organisation des services en tant que tel, mais concrètement, avec si on parle d'intersectoriel, de collaboration et de partenariat, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi de s'asseoir avec eux, puis d'aller regarder c'est quoi leurs besoins à eux aussi, et comment on intègre tout ça dans une trajectoire cohérente et efficace et pertinente pour le réseau, mais aussi pour les usagers et les partenaires. Donc tout ça, ça a fait un temps de recul assez bénéfique. Il y a eu aussi évidemment des apprentissages tant qu'à la résilience organisationnelle. On s'est finalement aperçu qu'on était quand même agile malgré le mastodonte que peut représenter le réseau de la santé. Puis je ne vous dis pas que c'était parfait partout, mais les gens ont pris conscience aussi de cette certaine agilité. Bien sûr, c'était dans une urgence
c'était dans une période de crise intense, mais l'agilité a quand même été là au rendez-vous dans plusieurs endroits. Il y a eu une plus grande ouverture à changer les pratiques. Alors, c'est sûr qu'ils étaient au pied du mur et qu'il y a des choses qui n'auraient sûrement pas bougé ou qui étaient peut-être prêtes à bouger, mais dans un temps plus long. La Covid a mis ça en perspective et donc les paradigmes ont changé, le momentum a permis de changer des pratiques. Donc, on parle maintenant de beaucoup de téléconsultations, de consultations par email, par téléphone. Alors oui, il y a tout l'aspect au niveau de la rémunération qui a changé aussi, mais ça aussi, ça a changé dû à la Covid aussi, ça aurait sûrement changé, mais peut-être pas tout de suite. Donc, et on se aperçoit aussi que la collaboration interprofessionnelle ou intersectorielle même a du bon. Et en gestion de crise et en moment de crise comme on a vécu, eh bien les lois ou les protectionnismes, on va dire, de certaines professions ont laissé place à plus de collaboration réelle et, on va dire, intelligemment cohérente. On a eu aussi des recours à des outils plus technologiques, donc comme je vous parlais de la téléconsultation ou des rencontres virtuelles, que ce soit entre professionnels, entre intervenants, entre gestionnaires et avec les usagers évidemment. La production de données en temps réel, et ça c'est toujours un enjeu, mais disons que ça a permis de faire des grands pas en avant en temps pandémique. Et ça a enrichi plusieurs collaborations puisqu'il y a eu des rapprochements entre la première ligne et le reste du réseau de la santé. Et on parle aussi, on n'a jamais autant parlé de proximité. Ensuite, qu'est-ce qu'on met derrière la proximité? C'est un autre débat. Et rapprochement entre certains réseaux locaux de services qui auraient été difficiles ou qui auraient été plus lents s'il n'y avait pas eu cette crise de Covid. Mais aussi parce qu'on n'est pas non plus dans un pays... dans le pays des bisounours, où on voit tout avec des lunettes roses. Donc, évidemment, la fatigue institutionnelle, les départs à la retraite qui ont été anticipés, des roulements de personnel qui sont intenses comme rarement vus. Évidemment, ça existait avant, mais disons que cette crise a mis en relief et a mis en avant cette fatigue, pour ne pas dire burn-out institutionnel, et une dilution de la priorité de la gestion par trajectoire, parce que la gestion par trajectoire, c'était une des priorités et ministérielles et dans plusieurs SUS aussi, mais la Covid a défait ses priorités et la gestion par trajectoire n'est plus actuellement une priorité ministérielle et n'est plus la seule priorité dans plusieurs SIS et SUS, même ceux qui étaient les plus impliqués, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que le tout a changé et des paradigmes ont changé, les pratiques ont changé et la gestion par trajectoire peut aussi changer. Par contre, l'idée de la gestion matricielle ou une gestion intégrée beaucoup plus transversale reste dans beaucoup d'établissements et ça reste quand même une priorité au niveau de la cohérence du système et de travailler ensemble et pas uniquement au sein des organisations de santé, mais avec tout le monde qui gravite autour aussi. Donc, ça, c'est au niveau des premières analyses qu'on peut faire. Et donc, comme je vous parlais tout à l'heure des systèmes adaptatifs complexes, on ne peut pas parler de complexité sans incertitude. Puis, je pense que là, on fait la preuve une fois de plus que le réseau de la santé et les organisations de santé sont des systèmes complexes où l'incertitude et la turbulence demeurent de toute façon. Et donc, la Covid a juste mis en avant de façon drastique et de façon intense ces incertitudes, mais c'est clairement de la gestion par incertitude qui se passe actuellement et qui finalement s'est toujours un peu passé. Les prochaines étapes du projet. Avec plaisir. Donc, les prochaines étapes, vous les avez sous les yeux. On en a 4 principales. La première étant évidemment la poursuite des entrevues qualitatives au sein des 4 établissements avec lesquels nous travaillons. Lancement du questionnaire organisationnel dont nous avons discuté, qui va nous permettre de connaître le degré de mise en œuvre, les facteurs contextuels et environnementaux qui ont influencé cette mise en œuvre et certains éléments d'effet, notamment en lien avec l'intégration des soins et des services, l'intégration normative et systémique. La publication d'un numéro spécial dans lequel plusieurs de nos collaborateurs et plusieurs personnes qui travaillent sur les trajectoires de soins et services à travers le monde vont participer. Donc, quelque chose qui va être d'intérêt parce qu'on va pouvoir comparer différents types d'approches sur les trajectoires, différentes modalités d'intégration, mais aussi d'implantation, et différents types d'effets. Et enfin, nous menons évidemment une analyse en continu. Et puis, une des originalités du projet, c'était un accompagnement ou en tout cas des relations très proches avec les SIS et les SUS avec lesquels on travaille. Donc, on va réaliser des rétroactions auprès des participants, notamment pour comprendre comment ça a été implanté dans les différents milieux, quels sont évidemment ces facteurs facilitants ou ces barrières, et quel type d'effet on peut avec certitude dégager de l'implantation de ces trajectoires et quelles pourraient être les voies d'amélioration potentielles.
Donc, je pense qu'à ce niveau-là, pouvoir avoir 4 cas et plusieurs traceurs de trajectoires, donc plusieurs types de trajectoires, vont nous aider à avoir des configurations, des récurrences et avoir une réflexion plus globale sur comment soutenir le déploiement et l'amélioration continue. Puis, si je peux me permettre, on le voit déjà dans la documentation qu'on analyse et les entrevues qu'on a commencé à faire, on voit déjà les différentes manières de mettre en place la gestion par trajectoire, des différentes manières de le voir, dépendamment des contextes dans lesquels on est. Puis même au sein d'un même SUS, il y a différents territoires concernés et différentes façons aussi d'aborder la gestion par trajectoire. Puis c'est ça qui va être intéressant, je pense, vraiment à sonder et à analyser au niveau du projet. Je vous ai mis quelques références dans la présentation. Et puis sinon, si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par les trajectoires, il nous fera plaisir de répondre ou de même vous inclure dans le projet. On est inclusif. Et donc, si ça vous intéresse de participer, vous êtes les bienvenus. Merci.